nous adresser beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement pour en traiter le plus possible des sujets sur lesquels vous m'avez interpellé. Et puis surtout, on s'astreindra par respect pour tous ceux qui ont fait l'effort de nous adresser des questions, à vous répondre personnellement et essayer de faire en sorte que chacun ait pu au moins avoir un retour sur les sujets. N'hésitez pas non plus au fur et à mesure de l'échange à continuer à en poster. Et puis, si vous êtes d'accord et si tout le monde a eu le temps de se connecter, on peut peut-être maintenant commencer. Alors, j'ai plusieurs questions qui sont sur le pouvoir d'achat, avec notamment une question qui est est-ce que les Républicains, vous souhaitez faire de ces sujets-là une des questions prépondérantes? Question qui est posée notamment par Sophie à Paris. Oui. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un des sujets majeurs. On sort de 5 ans de François Hollande, où les Français ont été épuisés par les augmentations d'impôts. Et le quinquennat commence exactement de la même manière. L'augmentation de la CSG, l'augmentation de l'essence, l'augmentation de la fiscalité sur l'assurance vie, sur le PEL. Il y a des charges et des nouveaux impôts partout. Et je pense juste qu'ils n'ont pas mesuré à quel point pour les Français ça devenait chaque jour plus difficile. Chez moi, j'ai eu plein de témoignages en Haute-Loire, de gens parfois très modestes, qui se retrouvent à perdre avec l'augmentation de la CSG, qui 150 €, qui 250 €. L'augmentation de l'essence, on y reviendra, est aussi très forte. Et ce qui me frappe, c'est que personne ne porte ce thème, sauf nous. Le PS est plus là, le Front National est tellement obsédé par ses idées de marketing et de changement de nom qu'il ne porte rien. Mélenchon n'a pas notre approche sur la défense du pouvoir d'achat. Et donc je ne veux pas qu'on laisse faire ce gouvernement qui ne fait aucune économie sur la dépense publique et qui, à l'arrivée, prend dans la poche des Français. Ça, pour moi, c'est juste plus possible. Et puis, je vais le dire exactement comme je le pense, mais c'est des drôles de Robin des Bois. Parce que ce qui est en plus très choquant dans ce qu'ils font, c'est qu'il y a eu 42% des cadeaux fiscaux qui ont été faits pour les plus riches. 42% des cadeaux fiscaux pour les 5% des plus riches. Moi, je suis évidemment favorable à ce qu'on aide ceux qui réussissent. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Je suis content quand quelqu'un réussit, qu'il soit encouragé. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on fasse que ça. Ce qui ne me va pas, c'est que dans le même temps, il n'y a aucun geste sur l'impôt sur le revenu. Il n'y a rien du tout pour les classes moyennes. Et c'est là où je trouve que Emmanuel Macron, ce gouvernement, c'est des drôles de Robin des Bois. Et cette approche-là, à mon avis, nous emmène dans le mur. Parce que si vous concentrez tous les impôts, toutes les charges sur ceux qui sont au milieu, ben, ils ne peuvent plus respirer. Et ils ne peuvent plus s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on est. Il y a trop d'impôts, trop de charges, trop tout sur les mêmes. Voilà. Alors il y avait une question dernière qui était posée gentiment, mais en même temps, je vois bien ce qu'il y a au fond derrière la question. C'est une question de Jérôme. Non, c'était une question... Attendez, il faut que je la retrouve. Sur la différence entre la CSG et la TVA. Oui, pardon, question de Jean, dans le Nord. Quelle est votre position sur la TVA? Et est-ce que vous préférez la hausse de la TVA au lieu de la CSG? Bon, la question de Jean, elle est très claire. C'est, d'accord, vous êtes gentil, vous êtes contre l'augmentation de la CSG, mais dans votre programme, celui de François Fillon, il y avait l'augmentation de la TVA. Eh bien, je me suis exprimé là-dessus, hein, et je l'ai fait y compris pendant la campagne présidentielle. Je pense que c'était une erreur. Parce que je me mets à la place de ceux qui nous regardent. Ils se disent, bon, voilà, si je vote pour Emmanuel Macron, je n'ai pas d'économie sur la dépense publique et j'ai les augmentations d'impôts. Mais si j'avais voté pour la droite, j'avais les économies sur la dépense publique, mais j'avais quand même les augmentations d'impôts. Et ça, c'est plus possible. Quand on est à droite, quand on est les Républicains, il faut porter un langage qui soit clair. Avec nous, il y a la lutte contre le gaspillage de l'argent public, mais il n'y a aucune augmentation d'impôts. Je ne sais pas si c'est mon tempérament auvergnat. Pardon, merci à tout le monde de couper vos téléphones portables. Celui-là, c'était le mien.
Je pense qu'il est indispensable qu'on ait cet effort consistant à dire aucune augmentation d'impôts. On se met dos au mur. Et on change complètement la façon de raisonner qu'avaient jusque-là les politiques. Les politiques en France, c'est assez simple. On fait le catalogue des belles promesses. On fait semblant de dire qu'on arrivera bien à le financer. Et à l'arrivée, c'est vous qui payez. Moi, dans l'élaboration du programme que je veux refaire entièrement des Républicains, je souhaite qu'on fonctionne différemment. Et que ce soit, voilà, on arrive à économiser ça à travers la lutte contre le gaspillage de l'argent public. Grâce à ça, on peut financer telle et telle priorité, mais pas plus. Et aucune de nos priorités doivent être financées par des augmentations d'impôts. La nouvelle droite, les nouveaux Républicains, c'est pour moi un principe très simple, aucune augmentation d'impôts. Si je vous dis ça, logiquement, vous ne me croyez pas. Et vous avez raison. Parce qu'il n'y a aucun politique qui le fait. C'est pour ça que c'est très important pour moi que vous puissiez aussi me juger sur ce que je fais dans ma région. Je suis président d'une région qui fait plus de 8 millions d'habitants. Dans ma région, je m'astreins à une règle très simple, il n'y a aucune augmentation d'impôts. Aucune, jamais. Rien sur la carte grise, rien sur l'augmentation de l'essence, aucun impôt déguisé. Mon choix, systématiquement, c'est aucune augmentation d'impôts. Parce que je veux que vous puissiez vous dire, il le dit, mais surtout, il le fait. Et je sais trop que cette question de la crédibilité du politique, elle est essentielle. Aujourd'hui, vous n'y croyez pas. Et ce qui est important pour moi, c'est que vous puissiez vous dire, ok, il a compris, et il s'astreint, il s'applique à lui-même ce qu'il nous dit. Sur les questions que j'ai eues, j'ai une question de Françoise, qui n'a pas indiqué d'où elle était, sur le droit du sol. Monsieur Wauquiez, est-ce que vous pensez revenir sur le droit du sol pour limiter l'immigration? Je vais vous dire ce que je pense très simplement. C'est que toutes nos lois sur l'immigration, aujourd'hui, sont devenues catastrophiques. Il n'y a plus de protection, il n'y a plus aucun dispositif qui fonctionne, le regroupement familial est largement détourné, le droit du sol est contourné aussi et sert pour des motifs qui ne correspondent plus à ce qu'était l'esprit de la République. On a une immigration illégale qui est devenue massive et le taux des reconduites à la frontière est dérisoire. Juste pour vous donner un chiffre qui je trouve est parlant, quand quelqu'un fait une demande d'asile et qu'on lui dit non, vous ne relevez pas du droit d'asile, c'est seulement dans 4% des cas, selon les chiffres de la Cour des comptes, qu'il sera vraiment reconduit à la frontière. Donc on a des lois qui ne sont absolument pas appliquées, qui sont bafouées par tout le monde et qui ne sont pas adaptées par rapport à l'importance du flux d'immigration qu'on a. Vous me connaissez, j'aime bien que la parole elle soit claire et directe, ça ne peut pas continuer comme ça. Et il faut qu'on accepte d'ouvrir tous les sujets, tous les débats. J'aime pas les tabous. J'aime pas ceux qui cherchent à faire l'autruche et à se cacher devant la réalité. Le droit du sol aujourd'hui, il faut ouvrir ce débat. Et il faut qu'on s'interroge en se demandant est-ce qu'on peut continuer à offrir la nationalité française à quelqu'un qui naît sur le sol français, alors qu'il n'y a aucune attache, voire même que ses parents peuvent être en situation clandestine. Est-ce qu'on peut continuer à appliquer un fonctionnement aussi large sur le regroupement familial? Est-ce qu'on peut continuer à accepter que des gens viennent 2 fois, 3 fois sur le sol français dans un cadre illégal? Par exemple, en Australie, ils ont fixé une règle simple. Si quelqu'un arrive en Australie de façon illégale, à vie, il ne pourra plus venir sur le sol australien. Je pense qu'il faut qu'on se pose ces questions. Chacun a le droit d'avoir son avis. Parmi ceux qui m'écoutent, certains se diront « bah non, on n'est pas sur cet avis-là, on souhaite pouvoir accueillir plus d'étrangers ». D'autres, au contraire, seront de mon avis. Mais la France a besoin de ce débat. Et ce que fait en ce moment Emmanuel Macron, c'est rien. Le projet de loi, le texte sur l'asile, va même élargir la notion de regroupement familial pour des gens qui font la demande d'asile.
Et donc, je pense que là-dessus, on n'est pas raisonnable. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cette année, c'est l'année record dans laquelle la France a eu le plus d'étrangers qui sont rentrés sur notre sol. Et je pense qu'il y a un moment où il faut dire stop. Et pour moi, les lignes rouges ont été franchies, on n'arrive plus à intégrer, donc il faut qu'on remette de l'ordre dans tout ça. Là, c'est trop les shadocks. On a un dispositif qui n'est plus efficace et qui ne protège plus notre pays, avec derrière les problèmes qu'on sait. J'ai donné un chiffre qui pour moi résume tout. Le gouvernement a décidé d'augmenter le budget de l'aide médicale d'État. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce budget qui permet de financer l'accès gratuit à notre système de santé pour des étrangers qui sont même en situation irrégulière sur le sol français. On a augmenté ce budget. Et dans le même temps, il baisse le budget de lutte contre l'immigration illégale et irrégulière. Ben, ça n'a pas de sens. Ça, pour moi, c'est la France la tête à l'envers. Ça ne fonctionne plus. Donc, vous me connaissez, hein, je suis favorable à ce qu'il y ait des règles d'autorité. À ce qu'on remette un peu d'ordre, parce que ça, on est en train d'entrer dans le mur, et en plus, on le fait en klaxonnant. Il y a lié à ce sujet un thème qui fait l'actualité, et sur lequel j'ai eu une question aussi sur laquelle je voudrais revenir, qui est une question de Marc en Savoie, qui est en plus de ma région, sur Mayotte, et quelle est votre position concernant la situation de Mayotte? Mayotte, vous savez, c'est un territoire qui est très attachant. C'est deux îles, petite île et grande île, qui sont situées dans l'océan Indien, à proximité de Madagascar. Elles appartenaient à l'archipel des Comores. Mayotte a fait le choix, quand on leur a posé la question, à la différence de toutes les îles autour, au moment de la décolonisation de la France. Et ils ont choisi profondément et avec confiance la France. Les autres îles autour n'ont pas fait le choix de la France. Et en ce moment, Mayotte est submergée par l'immigration illégale des îles qui sont autour et qui, chaque jour, débarquent sur l'île, les deux îles de Mayotte. Pour bien comprendre ce qui se passe là-bas, il faut un chiffre. Il y a une personne sur trois qui vit à Mayotte qui est en réalité un clandestin. Une personne sur trois. C'est comme si en extrapolant ces chiffres à l'échelle de toute la France, on avait 20 millions de clandestins en France. Ils n'y arrivent plus. L'insécurité a explosé de façon catastrophique. Toutes les maisons sont barricadées. Je suis allé voir là-bas ce qui se passe. Parce que, avant que j'y aille, le gouvernement préférait mettre le couvercle sur la marmite. Personne n'en parlait. Toutes les maisons sont barricadées. Dans les écoles, parfois, dans une salle de classe de 6e, sur 35 élèves, il n'y en a même pas 4 qui parlent français. Les autres sont souvent venus de façon clandestine. À l'hôpital de Mayotte, il n'y a même plus de place pour les citoyens français parce que l'afflux d'étrangers en situation irrégulière est tellement importante que les médecins n'arrivent plus à répondre à la demande. Les policiers, quand ils reconduisent à la frontière quelqu'un le matin, le soir même, parfois, il est déjà de retour sur l'île en train de les narguer. On a une problématique d'insécurité très dure, avec des coupeurs de route qui arrêtent les Français sur les routes en les rackettant pour accepter qu'ils passent. Et tout ça, ça se fait dans l'abandon total et l'indifférence du gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République. J'y suis allé et je ne veux pas qu'on les oublie. Parce que pour moi, si on n'est pas capable de faire respecter les lois de la France à Mayotte, on ne les fera pas respecter ailleurs. Si on n'est pas capable de lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte, on ne le fera pas ailleurs. Si on ne peut pas rétablir la sécurité, un pays comme la France, qui est la 5e puissance économique mondiale, si on n'est pas capable de faire respecter les règles de la France sur une île comme Mayotte qui fait 250 000 habitants officiellement, mais où est-ce qu'on les fera respecter? Et ce qui m'a choqué, c'est qu'au fond, le gouvernement les a traités par le mépris. Alors, j'ai essayé de mettre une pression forte. La ministre de l'Outre-mer, dans laquelle plus personne n'a confiance là-bas, s'y est enfin déplacée. Mais ils veulent autre chose. Et ils veulent surtout quelque chose de très simple, c'est avoir le droit aux mêmes lois de la République que partout ailleurs. Ils ne demandent pas plus.
mais ça, ils le demandent. Et j'aimerais bien que ceux qui nous écoutent, voilà, que vous preniez un petit temps peut-être en surfant ensuite sur Internet pour vous renseigner sur la situation là-bas. C'est vraiment un territoire qu'on n'a pas le droit d'abandonner. Et au fond, ils méritent qu'on se batte pour eux. C'est une île qui peut devenir un vrai petit bijou pour nous dans l'océan Indien, mais c'est pas normal qu'on accepte ces flux clandestins. Et demain, Mayotte peut devenir la principale d'entrée, la principale porte d'entrée pour l'immigration clandestine en France. Ça, c'est juste pas possible. Donc il faut les protéger. Voilà. Ça veut dire pour moi revenir sur le droit du sol, parce que en fait, il y a des familles qui viennent juste sur le sol de Mayotte pour qu'ensuite leurs enfants aient la nationalité française. Ça veut dire des règles plus efficaces dans la lutte contre l'immigration. Ça veut dire se doter d'une flottille de bateaux qui permet de protéger l'île. Voilà, plein de mesures. Mais là, aujourd'hui, Mayotte, c'est le chaos. Et on n'a pas le droit de les laisser là-dedans. J'espère que ça a répondu à Marc. C'est voilà, une bataille que j'aimerais bien mener. J'ai une question de Gilles sur les régimes spéciaux de retraite. Vous connaissez ma conviction dessus. C'est qu'on a un système qui est devenu profondément injuste. Au fond, ceux qui avaient la capacité de faire pression sur les politiques en manifestant dans la rue ont eu des régimes spéciaux de retraite qu'ils ont protégés. Et monsieur Tout-le-Monde, lui, n'a pas ce régime spécial de retraite. Ça aboutit à aujourd'hui une profonde inéquité qui n'a plus aucune justification. Moi, je considère que les Républicains doivent d'abord porter une mesure simple, consistant à mettre à égalité tous les régimes de retraite en France. Suppression totale de tous les régimes spéciaux de retraite et égalité entre le public et le privé. Et ce que je veux, c'est que cette réforme-là soit la réforme prioritaire. Parce que vous ne pouvez pas continuer à repousser l'âge de départ à la retraite si d'abord vous ne remettez pas de la justice dans le dispositif. Aujourd'hui, le dispositif est injuste. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. Il est injuste. Et donc la première chose à faire, c'est de remettre de la justice. La justice, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et les politiques doivent évidemment se l'appliquer à eux-mêmes. Ce que j'ai fait moi-même. Parce que sinon, j'ai aucune crédibilité quand je vous parle. Et ça, c'est un point qui est aussi important. C'est des politiques qui ne donnent pas uniquement des leçons, mais qui se l'appliquent aussi à eux-mêmes. Sur les écoles, j'ai une question de Charles en Seine-Maritime sur les fermetures d'écoles en zone rurale. Charles, en fait, ce qui me choque, c'est la chose suivante. En ce moment, on fait le dédoublement des classes notamment de CP, mais uniquement dans ce qu'on appelle les quartiers. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez une école dans un quartier, là on fait le dédoublement des classes de CP. Et de l'autre côté, Charles, dans les zones rurales, là par contre on ferme les écoles. Je refuse cette vision de mon pays. Je refuse cette vision où, quand on est dans les quartiers, on a des toutes petites salles de classe, ou quand on est dans les quartiers, on a le droit à un professeur avec très peu de monde en face, et à l'inverse, quand vous êtes dans la Creuse et la Lozère, vous êtes condamné. Parce que contrairement à une idée reçue, vous avez moins de chances de réussir quand vous êtes dans la Creuse et la Lozère que quand vous êtes dans les quartiers. Et pour moi, la République, elle est une. Je veux la même possibilité d'accéder à l'éducation nationale avec les mêmes moyens, que je sois dans un quartier de Seine-Saint-Denis ou que je sois dans la Creuse et la Lozère. Et là, ce qui ne me va pas dans cette vision qui est portée par le président de la République, c'est qu'on oppose les uns aux autres. On abandonne la France des régions, on abandonne la France des territoires, et on s'occupe du reste. Bon, moi, ce n'est pas ma vision de la France. Eux, ils opposent les deux. Moi, je veux les réconcilier. Et moi, ce à quoi je crois, c'était cette promesse de la République qui était, où que vous habitiez, même accès aux mêmes services publics. J'aime pas quand on tronçonne la République en petites tranches. Ça me plaît pas.
Alors, j'ai des questions un peu plus moins sérieuses, ou je ne sais pas si c'est des questions sérieuses. D'abord, j'ai une question de Sarah, en Seine-Saint-Denis, qui me dit d'abord, j'ai lu votre interview sur la littérature dans le Point. Elle était passionnante. Merci Sarah, parce que voilà, j'ai bien aimé répondre aux questions qui étaient effectivement sur les livres qui me tenaient. Et vous ajoutez, quelles œuvres du 7e art aimez-vous? Bon, moi j'adore le cinéma. Quand j'étais petit et que j'avais bien travaillé, ma mère m'emmenait le dimanche au cinéma. Et j'adorais ça. Et plein de souvenirs de films qui m'ont marqué. Et aujourd'hui encore, c'est rare qu'on ne passe pas un moment avec ma famille à regarder un film, une série, des choses que j'aime. Je vais vous dire, j'ai des goûts qui sont plutôt... Enfin, moi, j'aime les films avec du souffle. Je suis un grand fan de Star Wars. Mon film préféré sans doute de la série étant Rogue One, qui est vraiment celui que j'adore. J'adore ce moment où elle dit les rébellions reposent sur l'espoir. Et voilà, je trouve que toute cette mythologie de Star Wars est quand même une très très belle mythologie. C'est un peu l'équivalent des Misérables du 21e siècle. Et voilà, j'adore tous ces épisodes, même le dernier est génial. Donc n'hésitez pas à aller les voir, les revoir. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Sans doute la première partie, les 1, 2, 3 sont moins bons que la suite, mais voilà, ça vaut la peine. Je me permets de rajouter sans doute aussi 2 types de catégories de films que j'aime beaucoup, les comédies. J'adore les comédies françaises. Ça va des tontons flingueurs aux répliques cultes des bronzés font du ski ou du Père Noël est une ordure. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que j'ai 2 enfants qui ont 11 ans et 14 ans et qui rient exactement de la même manière que moi en re-regardant ces comédies. Les tontons flingueurs restant quand même là-dessus le sommet du panier. Et puis j'avoue que dans la filmographie française, j'adore les films de la nouvelle vague, le début. Parce que c'est des films en liberté. Parce que j'aime le côté un peu fou et emporté de ces films. J'adore L'Homme de Rio, j'adore Le Mépris, avec les répliques de Piccoli et Brigitte Bardot. J'adore À bout de souffle, avec cette scène géniale de Belmondo et de Jean Sutter, qui sont juste magnifiques, elle surtout. Et Belmondo, qui est un acteur, on l'a oublié, mais qui est un acteur juste culte. Et toute cette période de la nouvelle vague lui convient si bien. Donc voilà, c'est un peu dans mes goûts cinématographiques, assez variés, éclectiques. Peut-être aussi quand même un petit hommage à Gladiator et à sa fameuse réplique Force et honneur, qui est absolument jamais appliquée dans le monde politique. J'ai une question de Laurent du Var. Est-ce que vous allez écrire un nouveau livre? Écrire un livre, Laurent, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Moi, j'aime que les livres qu'on écrit soient des vrais livres, dans lesquels vous mettez vraiment les choses. Vous savez, j'aime pas trop les filets d'eau tiède. J'aime pas trop qu'on soit dans un langage policé dans lequel à l'arrivée on ne dit rien, on fait rien, on voit rien. Donc pour moi, écrire un nouveau livre, c'est un vrai effort sur moi-même. Ça suppose d'y réfléchir, ça suppose d'avoir des éléments sur lesquels vous voulez porter une parole forte. Donc écrire un livre pour écrire un livre, non. Mais c'est vrai que ça me trotte dans la tête. Et que ce qui s'est passé encore récemment avec l'espèce de déchaînement médiatique complètement surréaliste qui a eu lieu suite à des enregistrements volés sur un cours que j'avais donné, m'amène à réfléchir. Que le déplacement que j'ai fait, ou ce que je vois en ce moment sur, au fond, l'effondrement du sens de l'autorité dans notre pays m'amène à réfléchir. Et donc, il y a sans doute un moment où j'aurai envie d'écrire. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Donc, pas de scoop, mais ça viendra. J'ai une belle question, une très belle question de Thomas dans l'Aisne, qui me demande quelles sont selon vous les 3 valeurs cardinales des Républicains et de la droite. D'abord, c'est une belle question parce que je pense que vous ne faites pas de politique si vous n'avez pas de valeurs. Il faut une colonne vertébrale. Et une colonne vertébrale, c'est pas just do it, c'est pas ne respecter aucune règle, c'est pas faites votre chemin. Ça, c'est le verbiage
du pseudo-marketing anglo-saxon. Des valeurs, c'est ce qui vous guide. C'est vos repères. C'est ce pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever et de combattre? Pour moi, il y a sans doute 3 valeurs essentielles. La première, d'abord, c'est l'autorité. Et je commence par celle-là. Parce qu'un pays dans lequel il n'y a plus de respect, plus d'autorité, plus d'ordre, c'est un pays dans lequel plus rien n'est possible. Et je reviens de ce déplacement à Mayotte en ayant vraiment cette conviction. C'est quand la République s'effrite, quand les forces de l'ordre ne sont plus respectées, il n'y a plus rien qui est possible. L'ordre, l'autorité, c'est la première valeur fondatrice de la République. La deuxième, c'est la liberté. Parce qu'on y est attaché, parce que c'est la France, parce que c'est l'héritage de la Révolution. Mais la liberté aujourd'hui, il faut la défendre et la chérir. Parce que sa principale menace, c'est cette espèce de harcèlement administratif quotidien qui fait que pour faire quoi que ce soit dans notre pays, vous avez des bâtons dans les roues partout qui découragent tout le monde. Moi, j'aime que ce soit simple, j'aime qu'il y ait du souffle, j'aime qu'on puisse aller de l'avant. Je déteste qu'on soit assommé toutes ces normes par cette myriade de règles administratives dans tous les sens qui vous découragent avant même d'avoir commencé. La liberté. Puis la dernière, c'est une très belle valeur. C'est une valeur qui était défendue par Simone Veil. C'est l'enracinement. C'est les racines. C'est l'histoire. C'est la transmission. Parce que je vois bien ce qu'est la tendance actuelle, qui est cette espèce de tendance de la mondialisation, dans laquelle il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus que du multiculturalisme, il n'y a plus de racines, il n'y a plus de terroir, il n'y a plus de fondation. Je ne crois pas que ça fait le bonheur d'un pays, ça. Moi, je crois que précisément la France a besoin de retrouver ses valeurs, ses fondations, ses racines. Les racines de notre histoire. Les racines judéo-chrétiennes, les racines de la Révolution, les racines de l'Antiquité grecque, romaine, les racines de nos terroirs, de nos régions, nos racines rurales, les racines de l'école, de la méritocratie, de l'effort, la laïcité, tout ce qui fait qu'on ne vient pas de nulle part. Tout ce qui fait que quand on est un politique français, on n'est pas juste un décalcomanie du discours anglo-saxon de Nike. Tout ce qui fait qu'on porte quelque chose, qu'on a quelque chose à transmettre à nos enfants. Je crois à ça. Je suis malheureux quand je vois que dans nos livres d'histoire, il n'y a plus rien. Je n'aime pas quand on explique que pendant la colonisation, on n'aurait fait que des crimes contre l'humanité. Je ne supporte pas qu'un président de la République dise qu'il n'y a pas de culture française. Moi, je crois aux racines. Et je crois au fait que pour avoir une envie d'avenir, il faut s'appuyer sur quelque chose. Il faut des fondations. On ne vient pas de nulle part. Et ça fait partie de ce qu'est la beauté d'un engagement politique, que de défendre ça. On porte quelque chose. On est héritier de quelque chose. Et c'est beau. Et c'est une des chances qu'on a, nous, notre pays, d'être héritier de quelque chose d'aussi fort. On n'a pas le droit de l'abandonner. On n'a pas le droit d'y renoncer. Je veux que nos enfants apprennent à aimer la France et la République. Je veux qu'on leur apprenne l'histoire de notre pays, la littérature de notre pays. Je veux qu'ils portent ces racines et qu'ils les chérissent. Et qu'on leur enseigne la fierté de leur pays. Et pas le désamour de leur pays. Pour moi, ce n'est pas le multiculturalisme l'avenir. Pour moi, c'est ce qu'est la fierté de notre histoire. Parce que c'est une belle histoire. Alors, j'ai une question de Guy sur est-ce qu'il y a des réformes du gouvernement que vous considérez positives? Bon, oui, bien sûr. Je pense que ce qui a été fait sur les ordonnances du travail va plutôt dans la bonne direction. Ce n'est pas du tout le grand soir, ce n'est pas la révolution que moi je voudrais qu'on fasse, mais voilà, je suis parfaitement capable de dire que ça va dans la bonne direction. Ce que fait le ministre de l'Éducation nationale, sur bien des aspects, me convient. Il y a des aspects sur lesquels je ne suis pas d'accord, parce que je pense que notamment sur la lutte contre la radicalisation islamique et contre l'intégrisme à l'école, le ministre de l'Éducation nationale n'est pas assez rigoureux. Par exemple, quand il travaille sur le retour du grec et du latin, sur la réforme de l'orthographe, voilà, je suis parfaitement capable de le soutenir. Ça, c'est important pour moi. Je ne veux pas une opposition bornée.
Et mon sujet, c'est pas de critiquer à chaque fois. Tout ce qui va dans le bon sens, tant mieux. Si notre pays, au bout de 5 ans, va mieux, mais je serai le premier à en être heureux. Mais par contre, j'en ai un peu assez aussi que notre débat médiatique soit atteint d'une macronite aiguë. Alors, on a aussi le droit, parce que c'est la démocratie, de considérer qu'il y a des sujets avec lesquels on n'est pas d'accord. Et en France, pays gaulois, on aime bien qu'il y ait du débat. Mais je suis là pour faire vivre ce débat. Parce que je pense que la vision actuelle de Macron n'est pas juste, qu'elle sacrifie les classes moyennes, qu'elle ne traite pas les sujets régaliens, la sécurité, l'immigration de façon suffisamment sérieuse, et qu'au fond, ce qu'il propose à notre pays, c'est de sauter dans le train de la mondialisation et de renoncer à ce qu'on est. Moi, je veux que mon pays réussisse, mais sans renoncer à ce qu'il est. Je veux qu'il retrouve ce qui a fait, au fond, la force de notre pays, le remettre la tête à l'endroit. Ça, c'est le beau débat. Ça, c'est le débat fondateur. C'est celui qui fait la différence entre les deux approches. J'ai une question de Gabriel. On entend parler d'un rapprochement avec le FN. J'aimerais connaître votre opinion sur le sujet. Elle est très claire, Gabriel. Et elle n'a pas changé. Tant que je m'occuperai de notre famille politique, il n'y aura jamais d'alliance avec Marine Le Pen. Parce que, et on l'a encore vu ce week-end, je vois trop ce qui est derrière le Front National. Avec un de leurs responsables qui, apparemment, en tout cas sur une vidéo postée sur Twitter, injurie quelqu'un en le traitant d'espèce de sale nègre. Je ne vois pas ce que ça apporte. Je ne vois pas ce qu'apportent les propositions et la vision de notre pays parfois diffusée par Marine Le Pen. Et surtout, ce que je pense, c'est que les Français ont compris, au moment du débat du second tour de la présidentielle, qu'elle n'était pas à la hauteur. Et qu'à chaque fois qu'ils mettaient le bulletin dans l'urne pour Marine Le Pen, ce qu'ils récupéraient à l'arrivée, c'était une politique exactement inverse de ce qu'ils attendaient. Moi, vous le savez, je veux que la droite soit une vraie droite. Je veux qu'on ait le courage de dire et de faire sur les sujets d'immigration, de sécurité, de dépenses publiques, de pouvoir d'achat. Là où trop souvent on a déçu. Et je veux convaincre sur nos idées. Je ne ferai pas d'alliance avec les élus du Front National. Ce que je veux en revanche, c'est tendre la main à ceux que nous, on a déçus. Parce qu'on les a déçus en n'étant pas à la hauteur. Parce qu'on les a déçus, car trop souvent ils ont constaté qu'on disait mais on ne faisait pas. Et la nouvelle droite que je veux bâtir, cette nouvelle génération que je veux faire monter, c'est celle qui aura le courage d'aller jusqu'au bout. Qui ne se laissera pas dicter par le petit milieu médiatique ce qu'elle a le droit de dire et ce qu'elle n'a pas le droit de penser. Et c'est pour ça que même quand je suis critiqué très fortement, très violemment, avec les plus fortes caricatures possibles, je veux que les gens voient que je ne recule pas. Que je ne viens pas pour faire le tapis ou la carpette. Je ne m'excuse pas. Je porte nos idées jusqu'au bout. Je le fais avec force. Parce que c'est la meilleure garantie pour que vous puissiez vous dire, lui, il ira jusqu'au bout. Il ne va pas nous trahir, il ne va pas nous décevoir. Parce qu'il ne cherche pas à plaire au petit milieu médiatique. Ça, c'est très important. Donc mon message est très simple. Aucune alliance avec Marine Le Pen, aucune. Et en revanche, une détermination totale à ce que la nouvelle droite qu'on construise soit une droite forte, énergique, et qui aille au bout de nos valeurs et de ce dont notre pays a besoin pour se remettre dans la bonne direction. Alors, je remonte un peu. J'avais une question qui était sur la situation dans les prisons, à laquelle je veux vous répondre. Il faut juste que vous me laissiez 2 secondes pour la retrouver. En attendant, j'ai une question de Philippe sur quelle est la position du parti sur la mesure limitant à 80 km/h la vitesse sur les routes secondaires. C'est tellement révélateur pour moi. Je vous fais la façon dont je vois les choses. Le gouvernement et le président de la République ont décidé de baisser
la quasi-totalité des crédits destinés à investir sur nos routes. Moins d'aide pour aménager les créneaux à 2 fois 2 voies, moins d'aide pour aménager les routes pour les rendre plus sûres. Donc on fait de moins en moins de travaux pour protéger contre les accidents. Et par contre, ils font sauter de façon uniforme sur tout le territoire la limitation à 90 km/h en la mettant à 80. Mais pourquoi 80 ? Vous arrêtez pas en si bon chemin. Faites 70, 60, tant qu'à faire. Au fond, vous en fichez, c'est ceux qui habitent dans les départements et les territoires. Tout le monde ne va pas travailler en prenant le métro. Il y a des gens qui prennent leur voiture. Et ils méritent aussi le respect. Et une décision qui consiste juste de façon uniforme à passer à 90 km/h, enfin c'est stupide. Il y a des routes sur lesquelles on peut parfaitement rouler à 90 km/h sans problème. Et il y en a d'autres où il faudrait au contraire passer à 70 parce qu'il y a des créneaux qui sont dangereux. Et donc ça, pour moi, c'est tout le résumé de ce qu'ils font. Technocrates, parisiens, coupés de la vie quotidienne des Français. Et il faudrait rajouter ce qu'ils ont fait sur l'essence. Parce que personne n'en parle de ça. Mais l'augmentation de la facture sur le diesel, l'essence et le fioul, c'est catastrophique pour le pouvoir d'achat. Pour des gens qui font des pleins, par exemple, de 30 à 40 litres par semaine, dès cette année, ils vont perdre 150 €. D'ici à la fin du mandat, ça peut être une perte qui peut aller jusqu'à 600 € de perte de pouvoir d'achat par an. Pour des gens modestes, c'est totalement indépendant du revenu. C'est des gens qui travaillent peut-être à 30 km de chez eux, qui sont par exemple chez moi des ouvriers qui vont travailler chez Michelin. Ils n'ont pas le choix, eux. Il n'y a pas le métro. Ils travaillent en prenant leur voiture. Ils prennent 70 km/h, 80 km/h. Ils prennent l'augmentation de la facture d'essence, de fioul et de diesel. Et ils prennent en plus l'augmentation de la facture des contrôles techniques. Enfin, à un moment, ça suffit. Et on a très bien compris que le sujet, ce n'était pas la sécurité routière. Le sujet, c'est juste l'automobiliste vache à lait. Et encore, je n'ai même pas parlé des contrôles radars sur lesquels maintenant le ministre de l'Intérieur, qui n'a décidément pas honte, a décidé de privatiser les contrôles radars en les confiant à des sociétés dont on a bien compris qu'elles allaient verbaliser à tout va. Ça ne me va pas. Ce n'est pas ma conception de la sécurité routière. La sécurité routière, c'est sécuriser nos routes. Vous savez, il y a eu encore très récemment un accident très grave dans ma région. Ce week-end, où des jeunes ont perdu la vie. Ils l'ont perdu sur un créneau où j'attends depuis 10 ans que ce soit mis à 2 fois 2 voies. Et ils l'ont perdu pas parce qu'ils roulaient à 90 ou trop vite. Ils l'ont perdu parce que le créneau n'a pas été sécurisé. Parce que les investissements n'ont pas été faits. Le gouvernement veut s'occuper de sécurité routière. Il veut sauver des vies. Et bien qu'il le fasse en investissant sur les routes qui sont dangereuses, pour faire en sorte de les sécuriser. Parce que là, ce qu'ils font, c'est juste de la communication. C'est pas comme ça qu'on sauvera des vies. Alors, j'essaye de retrouver la question qui a été posée sur... on va changer de sujet, si vous êtes d'accord. J'essaierai avant la fin de revenir sur les questions qui sont les questions faites sur les prisons et la sécurité. J'ai des questions sur l'Union européenne. J'en ai une question de Edmond, du Morbihan. Pouvez-vous être plus précis sur votre position envers l'Union européenne ? Et une question de militant de Château-Renard. Quelle est votre ligne sur les élections européennes ? Et puis enfin, j'ai une question de Nadine. Bonjour Nadine, de Haute-Marne. Que pensez-vous du changement de scrutin d'Emmanuel Macron sur les élections européennes ? Sur l'Europe, ma position, elle est très simple. Ce que défend Emmanuel Macron, c'est toujours plus de tout ce qui n'a pas marché depuis 20 ans pour l'Union européenne. Plus de fédéralisme, plus de Commission européenne, plus d'impôts européens, plus de normes. Toujours plus de ce qui nous a amenés dans le mur. Moi, ce à quoi je crois, c'est que je crois qu'on a besoin de l'Europe, mais je crois qu'aujourd'hui l'Europe est dans une impasse et qu'il faut qu'on ait la volonté de la changer en profondeur. En gros, pour moi, à chaque fois que ça marche, je veux renforcer. À chaque fois que l'Europe est dans une impasse, je veux avoir le courage de dire stop.
changer l'Europe. Garder l'ambition européenne, mais tout changer dans le fonctionnement de l'Europe. Soyons plus précis. D'abord, je crois qu'il y a trop de pays européens. Et que quand on est à 26 autour de la table, on ne décide plus. Je veux qu'on remette un noyau dur. Un noyau dur avec 12 pays dans lesquels on soit capable d'avancer vraiment ensemble. Parce qu'en fait, depuis qu'on s'est élargi, ça ne marche plus. Emmanuel Macron a expliqué qu'il voulait faire une extension de l'Union européenne, notamment aux pays des Balkans. Par exemple, on va se retrouver avec l'Albanie. Des pays qui vont aboutir à encore plus déstabiliser l'Union européenne. Il veut étendre Schengen, comme si on n'avait pas suffisamment de problèmes comme ça, avec la Roumanie et la Bulgarie. Moi, ma position est très simple. Stop à tout élargissement, reconstruction d'un noyau dur. Deuxièmement, je veux que l'Europe soit plus concrète. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus à quoi elle sert. Pour moi, par exemple, l'Europe d'Erasmus, ça, j'y crois. L'Europe de l'enseignement supérieur et de la recherche, j'y crois. Une Europe qui ferait un grand programme pour investir, pour trouver un vaccin contre Alzheimer, j'y crois. L'Europe des grands projets qui permettent, par exemple, de sortir les camions de nos autoroutes pour les mettre sur le train, comme entre Lyon et Turin, avec la réalisation d'un grand équipement, ça, j'y crois. Mais je ne crois pas à l'Europe des normes. Je ne crois pas à l'Europe du travail détaché. Parce que quand on a construit l'Europe, c'était pour harmoniser les règles sociales, pas la jungle. C'est pour ça que chez moi, on a adopté une préférence dans ma région pour refuser l'utilisation du travail détaché sur nos chantiers. Parce que ça, je n'y crois pas. Et donc, au fond, je pense profondément que si on veut rééquilibrer, il faut qu'on fonctionne ainsi, avec d'abord reconstituer un noyau dur, refuser tout élargissement, ensuite reposer l'Europe sur des sujets concrets, et puis enfin faire un toilettage des compétences. Il ne faut pas que ce soit un drame. Schengen, ça ne marche pas. Ben, on arrête Schengen, pour la partie sur l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'arrive pas à protéger nos frontières. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve la maîtrise nationale de nos frontières. Sinon, les mêmes problèmes produiront les mêmes erreurs. Donc mon approche est une approche euro-réaliste. À chaque fois que l'Europe nous protège, je suis d'accord pour qu'on aille dans la direction de l'Europe. Mais à chaque fois que l'Europe aboutit à plus d'absurdité, plus de normes, plus de contraintes administratives, je veux qu'on dise stop. La position actuelle du gouvernement est vraiment la naïveté totale sur l'Europe. C'est exactement poursuivre tout ce qui nous a emmenés dans le mur. La position de Marine Le Pen, c'est on se replie à l'intérieur de la palissade du village gaulois. Nous, c'est la seule position qui est réaliste sur l'Europe. La seule position qui est pragmatique. Celle qui assume de dire on croit à l'ambition européenne, mais on refuse de continuer dans l'impasse dans laquelle on est. Tout changer pour sauver l'Europe. Ça, c'est ce que je veux qu'on défende. J'ai des questions aussi sur l'organisation des Républicains. Une question de Serge des Pyrénées-Orientales. Est-ce que vous allez faire des réunions régulières entre les adhérents et les fédérations? Une question de Christian, qui est d'Ajaccio. Ça tombe bien, parce que j'ai échangé sur la situation de la fédération de Haute-Corse ce week-end. Avez-vous prévu un déplacement en Corse? Et serait-il possible d'organiser des conseils nationaux délocalisés? Et puis enfin, j'ai une question sur Twitter. Quelle est votre position par rapport au mouvement libre porté par Valérie Pécresse? D'abord, oui, j'ai demandé à mon équipe dirigeante qu'il y ait eu un déplacement dans chaque fédération, chaque département de tout notre territoire. Je n'aime pas la politique enfermée à Paris. Je ne vais pas commencer à la pratiquer dans notre propre famille politique. Et donc chaque fédération aura reçu la visite d'un des membres de l'équipe dirigeante avant l'été. Deuxièmement, je ne veux plus qu'on soit dans un système dans lequel, au fond, la parole tombe d'en haut depuis Paris. Je veux que quand vous êtes aux Républicains, vous puissiez faire des propositions, des suggestions, faire remonter vos idées. Donc ça, pour nous, c'est très important. On a commencé à le faire, par exemple, sur le pouvoir d'achat, en demandant à ce que dans chaque département, il y ait des séances de débat et de discussion où les adhérents, les bénévoles des Républicains, peuvent faire remonter leurs idées, leurs propositions, leur situation personnelle, leurs réflexions, dans les deux sens.
Et puis enfin, j'aime bien la suggestion de Christian de faire des conseils nationaux délocalisés. Je ne peux pas promettre à Christian qu'on le fera en Corse, mais c'est sûr que dans notre organisation, on ne fera pas des conseils nationaux à chaque fois à Paris, parce que je pense qu'il y a un moment où ça suffit. La politique, c'est pas que Paris, et la politique ne se fait pas que à la capitale. Je pense que c'est précisément la maladie de la politique française. Pas assez sur le terrain. Ils croient trop que tout se joue à l'intérieur du périphérique. Non, il y a autre chose. Moi, ma politique à moi, c'est pas ça. Alors, ensuite, on a des questions. Je regarde le temps qui nous reste. On va s'acheminer vers la fin. Je vais peut-être finir avec une question de Martine, que j'ai enfin retrouvée, pardon Martine, de Côte d'Or. Que pensez-vous du plan prison d'Emmanuel Macron ? Vous savez, Martine, un des problèmes, c'est que dans notre pays, plus personne ne dit rien. Et qu'on finit par pas voir ce qu'on a en face des yeux. Vous savez, Martine, la situation de notre pays, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des délinquants qui sont condamnés à des peines et qui ne passeront jamais par la case prison. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a des multirécidivistes, parfois même, mais ce qui est fou, jusqu'à 30 délits additionnés, et qui ne sont jamais allés en prison et qui n'ont jamais été sanctionnés. Avec un sentiment d'impunité, qui est parfois même utilisé par les groupes mafieux, qui vont par exemple pousser des jeunes, parce qu'ils savent très bien que quand on a moins de 18 ans, de toute façon, en France, on n'est pas sanctionné. Aujourd'hui, quasiment 80% des délits sont faits par 5 à 10% des délinquants qui sont toujours les mêmes et sur lesquels on n'a pas une politique de fermeté. Et que fait le gouvernement ? Enfin, c'est fou. S'il y a un moment, il faut juste qu'on ouvre les yeux. Ils nous disent, bon, on n'a pas assez de place en prison. Super, on a trouvé la solution. On va moins envoyer les gens en prison. Enfin, il n'y a que nous qui voyons les choses. C'est-à-dire que si je comprends bien, maintenant, la politique pénale va être définie en fonction du nombre de places qu'on a en prison et pas en fonction de la gravité des délits ou des délinquants qu'on a en face de nous. Ils ne vont même pas construire, dans les 5 ans qui viennent, 7000 places de prison de plus. Au Royaume-Uni, il y a 50% de plus de places de prison qu'en France. Et donc, le président de la République nous a expliqué que maintenant, on allait faire plus de bracelets électroniques, plus de peines différenciées. Enfin, c'est de la folie. À qui on croit qu'on va faire peur pour lutter contre les trafics de drogue, pour lutter contre les vols, pour lutter contre les crimes, en disant attention, hein, vous aurez un bracelet électronique. On est fou. Aujourd'hui, il n'y a plus l'autorité, il n'y a plus la crainte, il n'y a plus le respect. Et ça, sur ces sujets, je ne démissionnerai jamais. Parce que mon discours est très simple. Quand on a un délinquant qui a commis un délit, sa place, elle est en prison. Et si on ne revient pas à ces idées de bon sens, on ne remettra jamais notre pays dans la bonne direction. N'oubliez jamais une chose. Ce n'est pas ceux qui commandent ça sur les plateaux de prison qui sont exposés, sur les plateaux de télé, qui sont exposés à la délinquance. C'est les classes moyennes, c'est les familles modestes. C'est ceux qui n'habitent pas dans les beaux quartiers qui sont exposés à ces sujets-là. Et notre devoir à nous, c'est de dire ça suffit à un moment. Quand vous êtes volé chez vous à répétition, quand vous avez de l'inquiétude pour vos enfants, elle est où la République ? Et ça, là-dessus, je refuse qu'on démissionne. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut juste prendre les décisions qui s'imposent. Ce qui me permet de finir avec une dernière question qui est celle de Didier dans la Loire, qui est un département juste voisin à ma ville du Puy-en-Velay. Que pensez-vous faire pour que cessent les sanctions, pour que cessent les agressions contre les représentants des forces de l'ordre ? Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le savent. Vous avez chaque jour 90 agressions contre des forces de l'ordre dans notre pays. 90 agressions. Ça va du gardien de prison auquel on crache à la figure et qu'on injurie, en passant par le policier ou le gendarme sur lequel on tire avec une arme à feu. Vous avez quasiment chaque soir, dans notre pays, des policiers ou des gendarmes sur lesquels on tire avec une arme à feu. Moi, j'ai fait... un déplacement, Didier, qui était entre Lyon et Saint-Étienne. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours, 13 jours, 14 jours, 15 jours, 16 jours, 17 jours, 18 jours, 19 jours, 20 jours, 21 jours, 22 jours, 23 jours, 24 jours, 25 jours, 26 jours, 27 jours, 28 jours, 29 jours, 30 jours, 31 jours, 32 jours, 33 jours, 34 jours, 35 jours, 36 jours, 37 jours, 38 jours, 39 jours, 40 jours, 41 jours, 42 jours, 43 jours, 44 jours, 45 jours, 46 jours, 47 jours, 48 jours, 49 jours, 50 jours, 51 jours, 52 jours, 53 jours, 54 jours, 55 jours, 56 jours, 57 jours, 58 jours, 59 jours, 60 jours,
le soir dans les TER avec les membres de la police ferroviaire, qui sont des gens admirables, très courageux. Ce qu'ils m'ont dit, c'est très simple. Aujourd'hui, la crainte, elle n'est pas du côté des délinquants. C'est nous qui avons peur. Parce que si on doit se défendre, il faut qu'on réfléchisse à 3 fois sur tout ce qu'on fait, parce que s'il y a le moindre problème, c'est nous qui serons traités, qui seront traînés devant la justice. Pas les délinquants, pas tous ces malfrats, c'est nos forces de l'ordre qu'on ne défend plus. Moi, je demande une chose très simple, des peines planchées. Il faut que la crainte change de camp. Vous vous en prenez à des forces de l'ordre, et il faut qu'il y ait des peines fortes, minimum, incontournables. Vous tirez à l'arme à feu, c'est la prison. Vous agressez des policiers, des gendarmes, il doit y avoir une sanction à chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de crainte. Moi, je suis du côté des forces de l'ordre. C'est aussi simple que ça. Parce que je pense qu'il y a un moment, il faut dire ça suffit. Et on ne peut pas continuer sur ce chemin. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous connecter. On essaiera de répondre à toutes les questions qui ont été posées, parce que pour nous, c'est juste une marque de respect pour chacun d'entre vous. Et surtout, voilà, j'aime bien cet exercice, y compris parce que ça nous permet d'échanger plus directement et sans qu'on ait besoin de tous ces commentateurs qui nous donnent des leçons. Je préfère qu'on soit comme ça directement. Ça nous permet aussi d'aller droit au but. Merci à tous.